Bienvenue. Alors, imaginez un instant. L'entreprise pour laquelle vous travaillez voit son chiffre d'affaires s'effondrer de moitié. De moitié, c'est énorme. Et pas en un an, en l'espace d'un seul trimestre. Ah oui, d'accord. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Hexagone Composites. On plonge aujourd'hui dans leurs résultats du troisième trimestre 2025 et les chiffres sont brutaux. On peut le dire. Le revenu a chuté de plus de 1,2 milliard de couronnes norvégiennes l'an dernier à peine plus de 500 millions. Et l'entreprise est passée d'un bénéfice confortable à une perte nette. Ouch. Devant nous, on a le communiqué de presse, la présentation aux investisseurs et le rapport financier. Notre mission, c'est de décortiquer ce que le PDG lui-même appelle une tempête parfaite. On va essayer de comprendre si c'est le début de la fin ou... C'est un cas d'école absolument fascinant, vraiment. C'est un test de résistance en direct. C'est ça. Les chiffres sont le symptôme, mais ce qui nous intéresse, c'est la maladie. Est-ce que c'est une simple grippe saisonnière à cause de l'économie ou quelque chose de plus profond? C'est la question. On va devoir regarder les facteurs externes, bien sûr, mais surtout, on va voir que sous le capot, il y a plusieurs entreprises en une, avec des destins très très différents. Et la question de fond, c'est les décisions prises par la direction. Est-ce que ce sont des actes de survie intelligents ou juste des manœuvres pour retarder l'inévitable? Alors commençons par le diagnostic. Cette tempête parfaite, c'est une expression qui peut parfois sonner un peu comme une excuse facile. C'est le cas ici. Non, je crois pas. C'est bien plus qu'une excuse. C'est une convergence de plusieurs crises. D'abord, le contexte macroéconomique est exécrable pour une boîte comme Hexagone. D'accord. Les sources parlent du coût du capital qui est très élevé. Concrètement, ça veut dire que pour leurs clients, des flottes de transport, des industriels, emprunter pour acheter des équipements neufs, ça coûte une fortune. Ah oui, donc la première réaction, c'est de tout reporter. Exactement. On reporte les gros investissements. Logique. On attend que ça se calme avant de sortir le chéquier pour des dizaines de nouveaux camions. C'est ça. Et c'est aggravé par un ralentissement général de l'économie. Le marché du fret, par exemple, il est en baisse. Moins de choses à transporter. Voilà. Moins de marchandises, donc moins de demandes pour de nouveaux camions. C'est un double coup dur pour leur activité principale. Mais la tempête, elle s'arrête pas là. Il y a un autre front. Oui, leur deuxième grand marché qu'ils appellent Mobile Pipeline. Mobile Pipeline. En gros, il faut imaginer des sortes de bouteilles de gaz géantes sur des remorques qui transportent du gaz là où il n'y a pas de gazoduc, très utilisé dans l'industrie du gaz de schiste. D'accord. Or, ce secteur est en net recul en ce moment en Amérique du Nord. Et pour couronner le tout, les crédits financiers qui rendaient le gaz naturel renouvelable très attractif se sont effondrés. Ah, Du coup, pour les clients, l'incitation à investir dans cette technologie a disparu, quasi du jour au lendemain. d'accord, je vois le tableau. Ce n'est pas une vague, c'est un tsunami qui a frappé leurs deux marchés principaux en même temps. C'est exactement ça, d'où le terme de déclin sans précédent qu'ils utilisent dans leurs propres documents. Et j'imagine que quand on regarde les dégâts de plus près, l'impact n'est pas uniforme. C'est un peu comme dans une inondation. Le rez-de-chaussée est sous l'eau, mais le premier étage est peut-être juste humide. C'est la parfaite analogie. Et heureusement, ils ont une nouvelle structure de reporting qui nous permet de visiter la maison pièce par pièce. On peut voir ce qui a été dévasté et ce qui a tenu bon. Et franchement, il y a deux entreprises complètement différentes sous le même toit. Commençons par le rez-de-chaussée alors. Les segments les plus touchés. J'imagine que le mobile pipeline dont on parlait est complètement... Inondé, c'est un euphémisme. Ah oui, Le chiffre d'affaires a été quasiment anéanti, il a été divisé par plus de 5. par 5. Oui, c'est comme si l'an dernier, vous aviez 5 gros clients et que cette année, 4 d'entre eux avaient disparu. C'est un arrêt quasi total de l'activité. C'est fou. Et pire encore, la marge d'EBITDA est de moins 52%. Moins 52%. Juste pour être sûr, l'EBITDA, c'est une mesure de la rentabilité brute. Une marge négative, ça veut dire qu'ils perdent de l'argent sur chaque vente. Exactement. Et pas qu'un peu. C'est comme si vous étiez un boulanger qui dépense 2 euros de farine pour chaque baguette vendue 1 euro. Chaque vente creuse le trou. C'est une hémorragie de cash, en fait. Une véritable hémorragie, oui. C'est intenable. Et l'autre segment en difficulté, Fuel Systems, pour les camions. Lui aussi a été très durement touché. Chiffre d'affaires en chute de près de la moitié. C'est surtout à cause de la faiblesse du marché des poids lourds. Ok. La comparaison est aussi difficile parce que l'an dernier, ils avaient une commande gigantesque pour UPS qui avait gonflé les chiffres. Mais même sans ça, la baisse est très très forte. Mais c'est au sein de ce segment en crise qu'on trouve quelque chose de fascinant. Ah, c'est là qu'on trouve les parties de la maison qui ont résisté. Précisément.
C'est enfoui dans les détails du rapport, mais c'est crucial. On y apprend que les ventes de systèmes pour les camions poubelles, qu'ils appellent le segment Refuse, Oui. ont continué de croître. Et les ventes pour les bus de transport en commun, Transit, sont restées stables. Ah, c'est intéressant. Et le point commun, j'imagine, c'est que ce sont des clients du secteur public, des municipalités, des régies de transport. Et voilà la clé. Ce sont des marchés qui ne dépendent pas des cycles économiques, du fret ou de l'industrie. Les poubelles doivent être ramassées, les bus doivent rouler, que l'économie aille bien ou mal. C'est financé par les impôts, quoi. Exactement. C'est une petite partie de leur activité, mais en ce moment, c'est leur bouée de sauvetage. C'est le plancher solide qui empêche toute la structure de s'effondrer. Et il y a un troisième segment qui joue ce rôle d'amortisseur. C'est l'aftermarket, le service après-vente. C'est le deuxième pilier de stabilité. Le chiffre d'affaires est quasi stable. C'est logique. Bah oui. Même si personne n'achète de camions neufs, les centaines de milliers de camions déjà sur la route ont besoin de maintenance, de pièces de rechange. C'est une source de revenus récurrente, prévisible. C'est le moteur qui continue de tourner au ralenti et qui fournit le cash nécessaire. D'accord. Le tableau est clair. Une crise violente, mais avec des poches de résilience vitale. Alors, face à ça, que fait la direction? On ne peut pas juste attendre que la tempête passe. Non, et leur réaction a été immédiate et, disons-le, brutale. Le plan de riposte a deux axes très clairs. Le premier, on ferme les écoutilles et on arrête toutes les dépenses non essentielles. La discipline des coûts avant tout. C'est devenu l'obsession numéro 1. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai vu une mention d'une réduction d'effectifs. Oui, et c'est une coupe massive. Ils ont réduit leurs effectifs d'environ 20% par rapport à l'an dernier. C'est une personne sur 5. C'est énorme. Énorme. Ça va leur faire économiser près de 200 millions de couronnes par an. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont mis un coup de frein brutal sur le CAPEX. Le CAPEX, donc les dépenses d'investissement, l'argent pour les usines, les nouvelles machines, Tout ce qui prépare l'avenir. Exactement. et ils le plafonnent à un niveau minimal pour 2026. En clair, ils sacrifient une partie de leur croissance future pour assurer leur survie immédiate. C'est le mode survie activé au niveau maximal. Voilà. C'est le volet interne. Et le deuxième axe, il me semble qu'ils sont allés voir leur banquier. C'est le deuxième volet, et c'est sans doute le plus stratégique. Ils ont renforcé leur bilan. D'abord, ils ont réussi à lever près de 600 millions de couronnes d'argent frais en émettant de nouvelles actions. Ce qui est un signe de confiance, malgré tout. Oui, mais le coup de maître, le détail technique qui change absolument tout, c'est qu'ils ont obtenu de leurs créanciers la suspension de leurs covenants sur la dette. Alors ça, il faut nous l'expliquer. Un covenant, c'est quoi exactement et pourquoi c'est si important? Un covenant, en gros, c'est une clause dans un contrat de prêt qui oblige l'entreprise à respecter certains ratios financiers. Par exemple, ne pas avoir une dette trop élevée par rapport à son EBITDA. Et avec un EBITDA négatif. Exactement. Avec un EBITDA négatif comme ce trimestre, Hexagone aurait violé ses clauses. Et là, c'est la catastrophe. Les banques peuvent exiger le remboursement immédiat de toute la dette. Ce qui mène droit à la faillite. Directement. C'est une épée de Damoclès. Et ils ont réussi à l'enlever? Mais précisément. En obtenant la suspension de ces clauses jusqu'en 2026, c'est comme si la banque leur disait « On sait que vous êtes dans une situation impossible. On vous fait confiance. Alors on vous donne de l'air pendant plus d'1 an. » C'est une bouffée d'oxygène capitale. C'est ce qui leur donne le temps d'appliquer leur plan. D'accord, ils ont survécu au choc. Mais ce qui est frappant, c'est le ton du PDG. Malgré ce plan de survie drastique, il affiche une confiance à toute épreuve. Sa phrase qui revient, c'est « La reprise n'est plus une question de si, mais de quand ». Après avoir vu une marge à moins 52%, ça paraît incroyablement optimiste. C'est tout le paradoxe de la situation. Et je pense que c'est bien plus que de la com. Ah oui, C'est un pari calculé, basé sur plusieurs convictions fortes. La première, c'est presque mécanique. Le parc de camions lourds aux États-Unis est vieux. Très vieux. et donc il faudra bien le renouveler un jour. Voilà, les entreprises peuvent retarder le remplacement, mais pas éternellement. À un moment, les vieux camions coûteront trop cher à entretenir. Ce cycle de renouvellement est inévitable. C'est une demande latente qui va forcément se réveiller. C'est l'idée. Deuxièmement, ils sont convaincus que leur technologie reste la meilleure alternative. Le gaz naturel reste globalement moins cher que le diesel. Et puis, surtout, ils ont une carte maîtresse. Le fameux nouveau moteur X15N de Cummins? Absolument. Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est un moteur au gaz naturel qui, pour la première fois, offre des performances quasi identiques à un moteur diesel. Et les retours sont bons?
Excellent, apparemment. Et ce ne sont pas que des paroles. Le rapport mentionne une commande ferme pour son camion équipé de ce moteur par Trayecto, la plus grande société de transport du Mexique. C'est une preuve tangible que la demande existe quand le produit est bon. Voilà. Mais ils ne se contentent pas d'attendre que le marché se réveille. J'ai noté qu'ils lançaient plusieurs initiatives pour, je cite, accélérer l'adoption de leur technologie. Oui, ils sont passés en mode proactif. D'un côté, ils ont lancé leur propre flotte de camions de démonstration pour aller prêcher la bonne parole, mais l'initiative la plus structurante, c'est la création de Pioneer Clean Fleet Solutions. C'est une co-entreprise, c'est ça? Oui, montée avec deux géants, Cummins, le fabricant de moteurs, et Clean Energy Fuels, un grand distributeur de gaz. Et le but de cette nouvelle société? Son but est de devenir la toute première société de leasing entièrement dédiée aux camions à faibles émissions en Amérique du Nord. Et ça, c'est une idée brillante. Pourquoi? Parce que ça lève l'obstacle du coût initial. Précisément, il s'attaque à la racine du problème. Au lieu de demander à une PME de transport de sortir un demi-million de dollars, il lui propose un loyer mensuel. Il transforme un investissement colossal en une simple dépense de fonctionnement. Exactement. C'est beaucoup plus facile à gérer. Ça ouvre le marché à une myriade de plus petits clients qui étaient jusqu'ici exclus. C'est malin. Ils créent leurs propres demandes. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le très court terme? On est sorti de l'auberge? Non, ils sont très prudents. Ils préviennent que la visibilité reste faible. Le 4e trimestre devrait être un peu meilleur que le 3e, mais ils s'attendent à ce que le marché reste très difficile au moins jusqu'à la mi-2026. Le message est clair. Oui, la tempête n'est pas terminée. La priorité, ça reste la discipline et la gestion du cash. Faisons le point. On a une entreprise, Hexagon Composite, frappée de plein fouet par une crise conjoncturelle d'une violence rare. Ses marchés se sont effondrés, ses résultats ont plongé dans le rouge. En réponse, la direction a mis en place un plan de survie draconien, coupe dans les effectifs, gèle des investissements, tout en menant des manœuvres financières habiles pour s'assurer d'avoir de l'oxygène. Et en parallèle, chose remarquable, elle ne sacrifie pas l'avenir. Non, elle continue d'investir dans des projets stratégiques, comme cette société de leasing, pour être la mieux placée quand la reprise arrivera. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Toute la stratégie d'Hexagon, toute cette confiance du PDG, repose sur une seule conviction. Le gaz naturel est LE carburant de transition incontournable pour les poids lourds. C'est le pari de toute l'entreprise. Or, leur propre document, dans la section sur les risques, le mentionne noir sur blanc. La concurrence technologique est une menace majeure. La question n'est donc pas seulement de savoir quand le marché va se redresser. La vraie question, c'est de savoir si au moment de cette reprise, le gaz naturel sera toujours la solution privilégiée. On entend parler tous les jours des progrès des camions électriques, de l'hydrogène, qui bénéficient d'un soutien politique et médiatique énorme. Le risque, c'est qu'ils aient misé sur le bon cheval, mais pour la mauvaise course. Exactement. Ont-ils misé sur le futur du transport ou sur une technologie qui, bien que performante aujourd'hui, pourrait être dépassée plus vite que prévu? La réponse à cette question déterminera si Hexagon sortira de cette tempête plus forte ou si elle aura simplement survécu à une crise pour faire face à une menace existentielle encore plus grande. C'est tout le drame qui va se jouer.